Nous sommes donc le mardi qui suit un long week-end de 4 jours pendant lequel tout le monde a eu la remarquable intelligence de ne pas regarder les marchés. Le soleil était là, les terrasses étaient de sortie et les marchés, eux, ils ont tourné à vide en mode écran de veille. Même les Américains, qui sont plutôt connus pour leur incapacité pathologique à décrocher des marchés, ont passé leur lundi dans un état de léthargie absolue. La séance d'hier aura été la plus calme de l'année, la plus calme alors que le Moyen-Orient est en train de ressembler à un film catastrophe avec un budget illimité et un scénariste sous coke. Mais bon, voilà où on en est ce matin. On a un ultimatum présidentiel qui expire ce soir à 20h heure de New York, un détroit qui concentre 20% du pétrole mondial, on commence à le savoir, un président américain qui tweet à 3h du matin, et les marchés ils font quoi ? Ils attendent tranquillement, comme si c'était normal, comme si tout allait se finir avec des colombes, des rameaux d'olivier et une poignée de main en direct sous les projecteurs de CNN. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Baillet et nous sommes le 7 avril 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on va déjà mettre un peu les choses à plat. Trump a posé un ultimatum à l'Iran mardi soir, 20h, heure de New York, donc 2h du matin ici, pour ceux qui auraient encore envie de dormir cette nuit. Et la condition, c'est donc de rouvrir le détroit d'Ormuz, sinon, et je cite le président américain, les centrales électriques et les ponts iraniens pourraient devenir des cibles. Voilà, donc le président de la première puissance mondiale parle de détruire des infrastructures civiles comme s'il commandait une pizza, avec le même ton et le même détachement. Mais le marché, lui, il regarde le WTI ce matin à un peu plus de 115 $ et il se dit que finalement, c'est pas si grave. Soit il parie sur une capitulation de Trump au dernier moment, ce qu'on connaît sous le doux nom de taco, soit il parie sur le fait que même si l'Iran est transformé en grand parking, le pétrole recommencera à couler tout seul à flot dans les tuyaux comme si rien ne s'était passé. Il faut dire que c'est super beau l'optimisme, c'est surtout complètement déconnecté de la réalité industrielle du secteur pétrolier où il est fondamentalement beaucoup plus facile de fermer un robinet que de le rouvrir. Mais passons, on n'est plus vraiment dans le registre de la réflexion rationnelle depuis quelques semaines. Et pendant le week-end, pendant que les marchés dormaient, Trump, lui, il n'a pas beaucoup dormi, il a publié et il a posté. Il est d'ailleurs entré dans des colères qui, pour les décrire poliment, ressemblaient plus à une discussion d'alcoolique à 4h du mat à la sortie d'un bar. Les Iraniens ont fait des propositions, les Américains ont répondu aux propositions en disant qu'ils n'étaient pas d'accord, les propositions étaient à des années-lumière les unes des autres, et certains sénateurs américains, visiblement épuisés, ont commencé à poser une motion pour essayer de déclarer Trump unfit pour la présidence. Alors avant, on avait Sleepy Joe, maintenant on a Hysteric Donald. L'Amérique, visiblement, ne manque décidément pas de ressources. Et ce matin, les marchés asiatiques, ceux qui sont ouverts en tous les cas, parce que la Chine, Hong Kong et l'Australie sont encore en week-end prolongé, ça grimpe légèrement. Le Nikkei reprend 1,4%, le Kospi avance d'un peu plus de 1% sur des volumes qui sont, disons-le, faméliques. Ce qui veut dire tout simplement que la hausse de ce matin a été produite par approximativement une douzaine de traders, 3 algorithmes et un type à Tokyo qui a dû lire Axios sur son smartphone en mangeant ses céréales. Alors pourquoi Axios ? Parce que Axios a publié ce matin un article qui dit « Je vous dis l'essentiel, qu'un cessez-le-feu de 45 jours serait en discussion avec comme intermédiaire le Pakistan, l'Égypte et la Turquie. » Le Pakistan, l'Égypte et la Turquie. Le grand triumvirat de la stabilité géopolitique mondiale. Vous imaginez bien qu'on est clairement rassuré avec ce genre d'annonce. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le même article précise que les chances d'un accord dans les 48 heures restent incertaines. Sauf que 48 heures, c'est après la date du cessez-le-feu. Traduction libre, il ne se passe rien, il n'y a rien de signé, rien de concret, mais ça suffit pour que les futurs Américains réduisent leurs pertes et que l'Asie entame la semaine en mode prudent optimiste. Oui, c'est ça la finance moderne, un article au conditionnel publié par une source anonyme proche du dossier et ça suffit à déplacer des milliards. On ne sait pas vraiment d'où vient l'info, on ne sait pas si elle est vraie, mais elle est là, donc on y croit, c'est largement suffisant. C'est plus de la finance, c'est du spiritisme, mais avec des écrans Bloomberg.
Les futurs américains ce matin sont en légère baisse, le WTI tourne autour des 116 $, l'or est à 4687 $, le 10 ans américain est à 4,35%, ce qui, en langage de marché, se traduit par personne ne sait rien, tout le monde attend et on fait semblant que c'est une stratégie d'investissement. Pendant que le monde entier n'a que Dieu pour le détroit d'Ormuz et les humeurs matinales du président américain, il s'est quand même passé des choses la semaine dernière. Des chiffres, des vrais, ceux que les experts produisent avec soin et que personne ne lit vraiment jusqu'au bout. Vendredi, vous le savez, on a eu les NFP, les chiffres de l'emploi américain. Les analystes attendaient 60 000 créations de postes. On en a eu 178 000. Le chiffre est clairement impressionnant. Sur le papier, l'économie américaine cartonne, les entreprises embauchent, tout va bien. Sauf que c'est là où ça devient intéressant. Une partie de ces emplois sont des grévistes qui reprennent le travail et une autre est directement liée au fait que Trump a expulsé la main-d'œuvre étrangère et que quelqu'un doit bien faire le boulot. C'est moins l'économie qui tourne à plein régime que l'économie qui colmate les brèches avec ce qu'elle a sous la main. Mais ça, c'est sous le titre principal et l'investisseur moyen généralement s'arrête juste au titre. On a aussi eu les chiffres de l'ISM Services, l'indice des prix dans le secteur américain des services est passé à 70,7 contre 63 le mois dernier. C'est la plus forte hausse mensuelle depuis 13 ans. Concrètement, les entreprises se prennent de plein fouet la hausse des coûts liés à, je vous le donne en mille, la guerre et le pétrole. Et non, ce n'est pas une surprise, c'est même exactement ce que tout le monde avait prévu, mais apparemment le formuler à voix haute est encore une nouveauté. L'inflation remonte à cause de la guerre. Sans blague! Et dans une semaine, ce sera le début de la saison des publications trimestrielles. Je vous parie qu'on aura du mal à se concentrer dessus si le baril est à 130 $ et que le gallon américain tape les 5 $ à la pompe. Dans la presse financière du week-end, un autre événement méritait quand même l'attention, même si la guerre l'a un tout petit peu éclipsé. Jamie Dimon a publié sa lettre annuelle aux actionnaires. Le grand Manitou de Wall Street qui prend sa plume une fois par an pour expliquer solennellement au monde ce que le monde sait déjà, mais avec assez d'autorité pour que Bloomberg en fasse une émission spéciale. Cette année, son concept central, c'est « The skunk at the party », autrement dit, le putois qui se joint à la fête. Hamlet aurait dit qu'il y a un truc de pourri dans les rues de Wall Street ou au royaume de Wall Street, mais le côté animalier prime chez Jamie Dimon ce matin. Après les cafards des banques régionales l'an dernier, on est clairement dans la grande saga animalière de la haute finance mondiale. On attend avec impatience la loutre systémique. Le putois pour Dimon, c'est l'inflation. Si elle remonte, les taux montent, les actifs s'effondrent. Il appelle ça la gravité. Deux déclencheurs possibles, le pétrole iranien pour lequel il cite les récessions de 74 et 82, au cas où on aurait oublié comment ça se finit, et l'IA qui va faire baisser l'inflation à long terme, mais la faire monter à court terme. Bonne nouvelle sur 10 ans, mauvaise sur 18 mois, et c'est le genre de synthèse qui vous permet de dire tout et son contraire avec un air profondément sérieux. Sur le crédit privé, il dit que les pertes sont plus élevées que prévu, mais que ça ne présente probablement pas de risque systémique. Probablement pas. J'adore le probablement. C'est le mot le plus rassurant de tout le vocabulaire financier. Et pendant ce temps, on reparle bien sûr de Blue Hole, qui vient de toucher les plus bas de son histoire, parce qu'ils ont vendu des produits liquides qui étaient en réalité illiquides. En clair, ils ont raconté n'importe quoi à leurs clients et aujourd'hui, ils sont vraiment désolés. Ils font peine à voir. Un peu comme les banques qui vendaient des produits structurés sur l'immobilier américain en 2006, 2007, 2008, en disant que c'était un coup sûr. Mais cette fois, c'est différent. Donc, c'est pas pareil. C'est toujours différent. C'est jamais pareil jusqu'au moment où c'est exactement pareil parce que c'est la même chose. On notera quand même au passage que Goldman Sachs, eux, ils ont limité leur rachat à 4,999% sur leur fonds private credit, juste en dessous du seuil réglementaire des 5%, qui aurait déclenché une obligation de communication. Parce que Goldman Sachs, eux, ils savent lire les petits caractères, surtout ceux qu'ils ont écrits eux-mêmes. Nous sommes donc mardi matin, ce soir à 2h du matin de chez nous, à l'heure de Paris, eh bien l'ultimatum expirera. Donc soit il y a un accord, même partiel, même fragile, même négocié via le Pakistan, et le pétrole refluera, soit la deadline passe dans le silence gêné des diplomates et on repart dans l'inconnu avec un WTI qui peut aller chercher les 120, les 130, les 150 $, avec les conséquences que vous imaginerez largement sur l'inflation, les taux, la croissance
et votre facture à la pompe à essence. Quant à Trump, qui pourrait encore une fois repousser son ultimatum si un deal semble possible, oui, bien sûr, c'est une option. Ça change toutes les 5 minutes, donc on ne va pas trop non plus s'y accrocher. Ce que je retiens surtout ce matin, c'est une chose, le marché a fait le pari de la fin heureuse, le pari que les gentils gagnent à la fin et que le cessez-le-feu arrive, que le détroit rouvre et que la vie reprenne comme avant. C'est un beau pari, un pari optimiste, un genre de pari qui explique pourquoi on refait les mêmes erreurs depuis que les marchés financiers existent. 60 pages de lettres aux actionnaires pour conclure que les gens font toujours les mêmes erreurs et que seul le nom de l'animal change. On se retrouve donc demain pour voir si l'ultimatum a tenu ou si Trump a encore sorti un nouveau lapin de son nouveau chapeau. Bonne journée à tous, restez forts. Et évitez de regarder trop le cours du pétrole toutes les 5 minutes. Ça ne change rien à la réalité, mais par contre, ça fait monter le cortisol. Et puis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Swissquote en français. On like, on commente et on partage. Et moi, je vous revois à la même heure et au même endroit, mais demain. Allez, belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.